Merci chers amis téléspectateurs de Bénini Passé, merci de nous suivre partout où vous êtes. Sur le plateau aujourd'hui, nous allons recevoir Maître David Bouambalé, c'est un avocat des professions œuvrant dans la région de Béni. Avec lui dans cette émission de débat citoyen et d'échange, questions d'actualité, nous allons devoir parler évidemment autour des missions principales de députés nationaux ou carrément disons de parlementaires et sur les questions sur la réalité de l'ère. Nous allons devoir parler autour, nous allons revenir évidemment dans cette émission autour de ces missions et en réalité ce qui s'est fait sur terrain. Maître David Bouambalé, merci sur le plateau. Et bonjour messieurs les journalistes. Merci, merci, je crois vous vous portez assez bien. Oui, je me porte à merveille, surtout que ces derniers temps, nous avons les bonnes raisons pour lesquelles nous devons être en forme, c'est-à-dire la ville nous permet de souffler et de faire du sport, de rester en forme pour notre santé. Alors l'émission vise évidemment une bonne citoyenneté et surtout l'éveil à la conscience, évidemment, disons congolaise ou carrément africaine. Nous parlons autour de missions de députés, des missions plutôt de parlementaires. De prime abord, avant de commencer, on voudrait d'abord savoir quelles sont ces missions de parlementaires et à plus bref, parlons d'abord du Parlement. Nous autres, en tant que légalistes, aux questions qui nous sont posées, nous aimons répondre en nous référant à la loi. La question que vous nous posez, elle est relative au Parlement. Le Parlement, le nôtre du moins, c'est un Parlement bicaméral. Il a deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. La chambre haute, autrement appelée l'Assemblée nationale, et le Sénat. Nous avons dit que nous devons interroger la loi pour parler du Parlement, parce qu'il s'agit de l'un des trois pouvoirs qui sont organisés dans notre pays, à savoir la présidence de la République, le gouvernement ainsi que le Parlement. Vous vous souviendrez que Montesquieu est le père de cette théorie. S'agissant donc du pouvoir législatif, c'est lui qui est considéré comme étant le Parlement. Lorsque nous lisons l'article 100 de la Constitution, nous nous rendons compte que le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres qui sont l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois, il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. Donc, s'il faut parler du Parlement, nous disons qu'il s'agit du pouvoir législatif. Et celui-ci s'articule autour des deux chambres qui sont l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Et ce Parlement a un certain nombre de missions, notamment voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Vous avez énuméré certains articles clés de la Constitution qui sont revenus autour des missions du Parlement. Vous avez parlé de Parlement bicaméral à la RDC, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Maintenant, face aux réalités de l'heure, est-ce que nous pouvons dire réellement que toutes les missions énumérées, évidemment, de la loi fondamentale, la Constitution, sont-elles réalisées? Messieurs les journalistes, nous remarquons certaines aberrations ou une certaine confusion. Nos électeurs, notre population,
ils ont longtemps durant été habitués à considérer que les députés, c'est celui-là qui leur construit des ponts. C'est celui-là qui leur distribue des t-shirts. C'est celui-là qui répond à leurs besoins gastronomiques, ne serait-ce que pour un temps. Alors que la loi est claire. Nous avons dit tout à l'heure, et ce, à la lumière de l'esprit et de la lettre de l'article 100 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel qu'il est révisé à ce jour, nous avons dit que les députés ont pour mission, ou disons les parlementaires, ont pour mission de voter les lois, de légiférer, ainsi que, à travers les actions, les motions de censure et autres, contrôler l'action du gouvernement. Mais à ce jour, la pratique veut que les députés, celui-là qui doit être applaudi et considéré comme tel par la population, c'est celui qui fait des œuvres sociales ou qui supplée aux carences que le gouvernement affiche. Une rue ne sait pas aller jusqu'à son bout. Monsieur le député, venez nous construire le pont. Une équipe n'a pas de vareuse ni de ballons. Messieurs les députés, venez amener les vareuses ainsi que les ballons. Les dons peuvent être faits par monsieur les parlementaires ou les députés. Ce n'est pas mauvais. Mais sa mission première, elle s'articule autour de deux points qui sont légiférer et contrôler les gouvernements. Vous dites que pour la plupart des fois, les députés s'illustrent par les comportements, notamment celui d'intervenir dans des œuvres caritatives. Est-ce que le problème, ce sont les députés ou carrément le problème revient aussi à la population? À mon humble avis, je pense que la pratique s'est installée au fil du temps à force de chercher à séduire les électeurs. Je m'explique. Vous savez autant que moi que durant la campagne électorale, sur 10 députés élus, 9 se distinguent par l'accomplissement des actes caritatifs qui donnent des habits aux mal vêtus, qui distribuent sacs de riz et haricots aux nécessiteux, qui construit les ponts sur telle ou telle autre artère. Ces actes se posent généralement pendant la période de la campagne. Et cette période est considérée par ma modeste personne comme étant une période durant laquelle le candidat est appelé à séduire. Il séduit les électeurs afin que ceux-ci puissent lui donner leur voix. Mais alors, au fil du temps, ceci s'est installé comme étant une sorte d'exigence de la part de la population. Au point que celui qui ne fait pas ou qui ne pose pas ce genre d'actes, il est considéré comme un moins que rien ou comme quelqu'un qui n'est pas valablement, qui n'est pas digne de confiance de la part de la population, au point que les gens risquent même de ne pas lui accorder leur voix. Donc cette pratique s'est installée à force de multiplier les actions de séduction pendant la campagne à l'intention de la population. Est-ce que ce n'est pas, si je ne vous coupe pas la parole, est-ce que ce n'est pas aussi, par exemple, une autre forme de corruption morale qui ne permet pas aux électeurs de voter non seulement avec toute indépendance, mais surtout mieux, évidemment, avec intelligence? Est-ce que nous ne pouvons pas dire que cette situation serait aussi due, parce que ça s'est dit dans la rue, ça s'est dit partout, à un mauvais choix opéré par plusieurs fois par la population?
Oui, monsieur le journaliste, vous avez raison de penser à une sorte de corruption qui ne dit pas son nom. Mais alors, vous vous souviendrez, monsieur le journaliste, lors de la législature passée, ou bien lors de la campagne électorale, ici chez nous, par exemple, à Béni, nous avons connu des candidats qui, à notre humble avis, étaient très valables, avaient des idées pertinentes, mais la population s'est illustrée en refusant de leur accorder leur voix parce que tout simplement, ceux-ci n'ont pas multiplié comme les autres des actions de séduction en distribuant des vivres et en construisant des ponts. Parce que, monsieur le journaliste, vous serez d'accord avec moi, que les moyens dont disposent les candidats diffèrent. Classiquement, les partis politiques sont censés octroyer les moyens nécessaires pour leurs candidats afin que ceux-ci battent campagne. Mais il existe aussi certains partis qui n'ont pas suffisamment de moyens parce que n'ayant pas été aux affaires. Ça, nous devons le dire sans froid aux yeux. Certains partis, pour avoir été aux affaires, amassent de l'argent. Et au moment où la campagne s'annonce, ils distribuent, ils mettent à la disposition des candidats de leur parti une enveloppe consistante pour battre campagne. Au point que ceux des partis qui n'ont jamais été aux affaires et qui n'ont par conséquent pas de moyens suffisants pour battre campagne, leurs candidats s'illustrent pendant la campagne comme étant des personnes disposant de peu de moyens. La conséquence, c'est quoi? Ceux qui séduisent le mieux, ce sont ceux qui appartiennent à ces partis qui, la veille, ont été aux affaires et qui ont pu amasser de l'argent, l'argent du contribuable. C'est ainsi que notre combat pour l'avenir devra être celui de prêcher, pas la bonne nouvelle, mais prêcher le réalisme politique qui consiste à éclairer les électeurs et à leur faire comprendre que ce n'est pas celui qui vous brandit les t-shirts, ce n'est pas celui qui construit des ponts, généralement sur fond d'argent amassé par son parti et au détriment du contribuable congolais, ce n'est pas celui-là nécessairement qui est porteur de bonnes idées pour des lendemains meilleurs par rapport à l'avenir du Congolais. Nous nous battrons donc dans l'avenir pour que les électeurs, pour que nos concitoyens comprennent et sachent distinguer quel est le séducteur ou mieux les corrupteurs qui vient juste séduire et acheter leur conscience par des actions, et quel est le député qui, ou mieux le candidat qui vient et qui est porteur des idées constructives et qui devront servir pour des lendemains meilleurs en rapport avec, d'une part, les lois qu'il faut légiférer, ainsi que le contrôle rigoureux qui doit être fait à l'endroit du gouvernement. Est-ce que nous ne pouvons pas dire, par exemple, que les députés profitent carrément au Canada, les candidats députés ou députés nationaux profitent de l'ignorance de la population pour se faire amasser le voix? Est-ce que la population ne serait-elle pas aussi victime, disons, de sa propre turpitude? Parce que il est dit que pour la plupart des provinces, elles sont mal représentées au sein de l'hémicycle national. Vous parlez de l'ignorance de la part de nos concitoyens ou de la part des électeurs. C'est un mot que je vous concède parce que je le trouve
très dur. Et je pense plutôt que depuis les années d'indépendance jusqu'à nos jours, vous vous souviendrez avec moi pour avoir été tant à l'école primaire que secondaire, les cours de civisme. C'est un cours parmi lesquels, c'est parmi les cours qui sont négligés, au point que certains étudiants ou certains élèves, lorsque l'enseignant entre pour enseigner ces cours, ils sortent carrément. Je pense que la responsabilité est partagée. Elle se trouve tant au niveau de la population qu'au niveau des gouvernants. C'est pour cela que nous plaidons pour des cours de civisme accentués, tant au niveau de l'école qu'au niveau des meetings populaires. On a perdu les bonnes habitudes. On a perdu les bonnes habitudes qui consistaient à faire des meetings populaires. Ces meetings-là n'étaient pas si mauvais que ça, dans la mesure où on pouvait en profiter pour éduquer les masses. Tout à fait. Les actions d'éducation des masses devraient se multiplier. Et nous plaidons donc pour ce genre d'initiative dans les chefs, tant de nos chefs de quartier, et c'est là à partir de la base, cellules, quartiers, communes, et même villes, territoires, les gens, les responsables devraient multiplier les initiatives au terme desquelles des entretiens à bâton rompu entre les gouvernants et les populations, entretiens articulés autour de l'éducation des masses. Si vous voyez nos médias, j'ai beaucoup de respect pour vous, les journalistes, les radios, les télévisions, quelles sont les émissions qui sont mises en vedette? C'est à la limite des émissions de musique. Je n'ai rien contre la musique. Mais est-ce qu'on devrait mettre autant en avant la musique doublée des danses obscènes au lieu de privilégier des émissions d'éducation des masses? Nos médias donc, nos gouvernants, ainsi que nous-mêmes intellectuels, devrions multiplier les initiatives consistant à éduquer nos populations par rapport à certaines réalités et à certaines valeurs. Nous sommes en train personnellement de penser à l'organisation des conférences. Les conférences débats, ça n'existe plus chez nous. Les gens sont scotchés sur leur téléphone. Ils sont là pour chatter, WhatsApp et autres. Les réseaux sociaux ont pris le dessus sur certaines communications qui devraient s'organiser au niveau de nos masses pour leur éducation. Et ce n'est qu'au terme de ces séances d'éducation des masses que nous pouvons crier à l'ignorance. Mais aujourd'hui, si nous crions à l'ignorance par rapport à nos populations, nous aurons tiré sur nos propres doigts, nos propres orteils, parce que nous, intellectuels, nous gouvernants, nous dirigeants, nous ne faisons pas assez pour pouvoir multiplier les occasions au terme desquelles nous devons éduquer nos populations, éduquer les masses, pour que celles-ci comprennent et sachent distinguer quel est le séducteur, quel est le corrupteur et quel est le bon candidat qui présente des idées constructives pour la législature qui doit commencer. Vous avez parlé, vous êtes revenu notamment sur une campagne citoyenne, d'éducation plutôt citoyenne, en réalité qui doit commencer à la base, notamment à l'école ou carrément à l'université. Des cours qui sont quasi négligés par les apprenants. Vous avez donné aussi évidemment une ligne à suivre pour parvenir à une bonne élection. Les élections approchent, tout le monde les connaît, et les processus électoraux a déjà débuté, qui revient, et la population sombre
dans la même situation. Mais alors, étant donné que les élections approchent, quel est le profil, évidemment, des bons candidats? Parce que nous parlons des élections, parce que nous parlons, bien évidemment, de députés. Quel serait le profil des bons candidats pour arriver, pour parvenir aux bonnes élections, ces élections qui vont apporter le fruit au peuple congolais? Merci, monsieur le journaliste. À la question que vous venez de poser, nous voulons répondre tout simplement par 3 à 4 petites phrases. Pour nous, les candidats idéaux, premièrement, nous pensons que c'est les candidats qui maîtrisent parfaitement les réalités sociales de la circonscription électorale à laquelle il appartient. Pourquoi nous le disons? Parce qu'il y a trop d'opportunistes, monsieur le journaliste. Il y en a qui ne connaissent rien des réalités sociales, socio-anthropologiques d'ailleurs, de leur circonscription électorale, mais ils parviennent, profitant de ce que vous appeliez tout à l'heure ignorance, profitant de cela pour multiplier les actes de séduction, parfois sur fond d'enivrement des électeurs. Ils leur achètent la bière. Et c'est seulement ceci fait qu'on puisse voter pour eux. Et donc, nous disons, le premier élément, c'est que les candidats doivent maîtriser parfaitement les réalités sociales du milieu dans lequel il veut postuler. Il est vrai, nous voudrions préciser que, une fois élus à l'échelle nationale, le député national appartient à la nation. Il n'est pas là uniquement pour représenter les intérêts de sa circonscription électorale. Dès qu'il est élu et que son mandat est validé, il représente toute la nation. Mais il doit garder ses pieds dans sa circonscription électorale parce qu'il est censé se battre pour que les lois qui sont votées, pour que l'action du gouvernement soit uniquement conduite à l'avantage et de sa nation et de sa circonscription électorale. Le deuxième élément, c'est que nous ne voulons pas des candidats qui cherchent la voix des électeurs pour s'enrichir. Sa première maison, il voudrait la construire parce qu'il est devenu député. Nous allons même plus loin. La première voiture dans laquelle il va rouler, c'est celle qu'il achète à partir des émoluments qu'il reçoit au Parlement. Bref, nous ne voudrons pas des candidats parvenus qui ne rêvent que construire leur maison et s'acheter des limousines et voitures à la suite du fait qu'ils ont été élus. Nous voulons donc des candidats qui, au départ, sont à l'abri des besoins primaires. Ils ne vont pas là-bas avant tout pour chercher à répondre aux basiques, aux besoins élémentaires qui sont les leurs. Construire une maison, s'acheter une voiture, manger du poulet. Nous en voyons certains, ils considèrent que dorénavant, ils peuvent s'attabler au niveau d'Albertine Hotel parce que dorénavant, dit, moi je suis débuté, je vais manger chez Albertine. Mais c'est des choses qui devraient être des acquis. Ça ne devrait pas surprendre un candidat député. Donc un candidat député ne doit pas être un nécessiteux. Ça doit être un monsieur qui rêve de servir son pays à travers la députation, pas rêver d'accéder à la députation au fin de répondre à ses besoins d'achat ou de construction de maisons ou d'achat de voitures. Et troisièmement, nous voulons que ce soit des députés qui ne sont pas surpris par la ville de Kinshasa ou celle de Goma.
Il y en a pour qui, devenu député national, il chante partout que Nami Taenda Kinshasa, je vais aller à Kin, désormais je suis Kinois. Ou désormais je vais vivre à Goma. Dis, madame, trop tournant à Goma. Aller à Goma, aller à Kinshasa ne devrait pas être un événement. Ça doit être... J'aurais bien voulu parler et dire cela en Kiswahili. Il n'a pas choqué kawaida. C'est dire, aller à Goma, aller à Kinshasa, aller à Kampala, aller même se faire soigner au Kenya ou à l'étranger. Ça ne devrait pas être des objectifs pour lesquels Maître David ou quelqu'un d'autre postule. Donc nos candidats, nous pensons que ça doit être des candidats qui au départ sont à l'abri des besoins primaires, qui ont l'essentiel pour survivre et que le monde ne surprend pas, que Goma, que les lacs, que les volcans ne les surprennent pas. S'agissant des députés provinciaux, que les députés nationaux ne soient pas surpris par la bière qu'ils vont consommer, que ce soit à Matongé ou bien à Bandalungwa. Ça doit être des personnes qui, finalement, viennent plutôt pour chercher à accéder à ces postes au fin de servir les intérêts de la population. David, pour votre intervention. Et puis, et c'est là qu'évidemment, nous allons clôturer cette émission sur Béni Nipaché. Maître David, votre conclusion avant de mettre terme. Ma conclusion confirmera mes prémices, c'est-à-dire, dans le cadre de cette émission, nous avons abordé des questions relatives aux députés. Nous n'avons rien contre ces personnages. Au contraire, nous avons beaucoup de respect et de révérence envers eux. Nous dénonçons plutôt l'opportunisme qui existe dans les chefs de certains d'entre eux, profitant de la naïveté et d'une certaine manque de connaissances de la part de nos populations. Voilà pourquoi, pour les prochaines occasions, pour les prochaines échéances, nous plaidons pour un réalisme électoral qui va s'articuler autour d'un choix judicieux de la part de nos électeurs et d'une campagne, j'allais dire, une campagne classique qui ne va pas s'articuler autour des actions de séduction et des actions de corruption voilée de nos électeurs. Parce que les challenges sont énormes. Lorsque vous regardez les niveaux de vie du Bénitien, les niveaux de vie du Congolais, il y a de quoi réfléchir 2 à 3 fois avant de postuler pour pouvoir prétendre aller représenter ces derniers et rechercher son bien-être. Aujourd'hui et demain, les choses doivent commencer déjà à se faire autrement pour les biens et les développements de nos populations. Merci beaucoup, Maître David Bouambale, pour votre intervention de question d'actualité sur Béni Nipaché. C'est évidemment cette émission qui a réussi sur le plateau Maître David Bouambale. C'est un avocat de profession. Maître David Bouambale, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout, merci pour vous avoir rendu disponible pour ces questions non seulement d'actualité, mais qui évidemment visent aussi l'éveil des consciences pour l'intérêt de notre peuple. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous tous et le prochain numéro, c'est tout à l'heure. Ciao et au revoir.